Donc, j'ai pas vu le décompte. Je suppose que c'est le moment. Oui, on y va. Si quelqu'un peut me faire un signe comme ça. Alors voilà. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire de l'Institut for Positive Food. Alors, cette fois-ci, le thème général, c'est donc du champ à l'assiette, donc c'est large, comment l'élevage façonne les qualités des produits et sert le territoire. Voilà, 3 intervenants pour traiter ça. Avant de revenir aux intervenants, on aura des interventions de 15 minutes chacun. Par contre, il n'y aura pas de questions juste après les interventions. Vous pouvez donc les poser dans l'onglet chat et on aura donc du temps, puisqu'on va jusqu'à 12h30 et qu'il y a 3 interventions de 15 minutes, pour y répondre. Et c'est évidemment les intervenants qui pourront y répondre. Donc, posez les questions dans l'onglet chat et pas de prise de parole pour les questions. C'est la façon de faire qui a été décidée. Alors, sur l'aspect pratique, je crois que c'est tout. Du coup, nos 3 intervenants sont des grands spécialistes. Le premier, ce sera Jean-Louis Perrault, qui est directeur de recherche honoraire à l'INRAE et membre du conseil scientifique donc, de l'Institut IPF. Après, il y aura donc Florence Gondret, qui est chef de département adjoint du département PHASE. Le PHASE à l'INRAE, c'est physiologie animale et système d'élevage. Et elle est directrice de recherche à l'UMR Pégase, à l'INRAE, à Rennes. Et puis enfin, Benoît Dedieu, qui est chargé de mission retraité, je ne savais pas, à l'INRAE, et donc ex-directeur de recherche de classe exceptionnelle. Alors, de quoi vont-ils parler? Je vais présenter simplement le premier, et puis après on verra, vous verrez, enfin en gros que il y a un aspect nutritionnel et sensoriel pour le premier, il y a un aspect qualité environnementale des produits animaux pour Florence, et puis enfin, quelles interactions entre élevage et territoire, tous les aspects positifs aussi de faire de l'élevage bien sûr. Alors, Jean-Louis Perrault, le titre exact est qualité nutritionnelle et sensorielle des produits animaux et influence des facteurs de l'élevage, donc sur l'aspect nutrition et sensorialité. Jean-Louis, c'est à toi. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc effectivement, sur les premières interventions sur les qualités nutritionnelles et sensorielles, essentiellement, pas que, mais essentiellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de qualité des produits animaux, en fait, il faut parler des qualités. Il y en a plusieurs. Il y a la qualité nutritionnelle, on va beaucoup insister, composition des produits, sensorielle, le goût, l'odeur, le plaisir à le manger. Mais il y a aussi les qualités technologiques, donc c'est l'aptitude du produit à satisfaire la demande d'un transformateur, par exemple des grosses carcasses d'animaux pour la découpe. Il peut y avoir des aspects sanitaires, risque de contamination, et puis il y a des aspects image. Qualité image, c'est l'impact du système d'élevage sur l'environnement, comment c'est perçu par le consommateur, les aspects de bien-être animal. Donc, il y a toute une série de critères qu'on peut prendre en compte. Certains, d'ailleurs, peuvent être antagonistes les uns avec les autres. Et on peut agir au niveau de l'élevage, soit sur l'animal, sa génétique, sa race, la souche, quand on est sur les volailles, le type sexuel, animal mâle castré ou pas, femelle ou mâle. On peut agir sur les pratiques d'élevage, donc tout ce qui tourne autour des conduites des troupeaux, leur médication, là c'est avec le volet sanitaire bien sûr, l'âge à l'abattage, plus on abat un animal âgé, plus il aura une carcasse grasse par exemple, et puis des pratiques qui visent à améliorer le bien-être animal, qui sont parfois pas forcément toujours positives pour des aspects comme les aspects sensoriels par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les liens entre les qualités nutritionnelles et sensorielles, ça passe essentiellement par le volet, le gras, enfin les acides gras, la composition des acides gras des lipides, plus ou moins saturés. Et qu'en ce qui concerne la qualité sensorielle, il est souvent difficile de mettre en avant les facteurs d'élevage parce qu'il y a de très, très grosses interactions avec les procédés technologiques. En gros, un fromager, il adapte sa technique de production de fromage en fonction du lait qu'il reçoit. Donc, c'est parfois difficile de mettre en évidence les effets purs de l'alimentation animale. Ce qu'il faut savoir dans tous ces facteurs, l'animal, les pratiques d'élevage et l'alimentation des animaux, c'est l'alimentation qui a quand même le rôle le plus important et qui en plus est réversible, notamment quand on pense à la production d'œufs ou de lait. On change l'alimentation et en quelques jours, on change la qualité des produits.
sur un animal en croissance, c'est l'alimentation des derniers jours qui a le plus d'importance. Donc voilà, en un clic, un peu tout ce qu'on doit dire et tout ce qu'on peut savoir sur les productions et la qualité des produits. Maintenant, on va aller voir plus en détail. Alors, l'effet du type d'animal sur la composition en acides gras des lipides, la règle, en fait, c'est que la composition en acides gras des carcasses, enfin du gras des carcasses, dépend essentiellement du niveau d'adiposité des animaux. Donc, il y a un accroissement des acides gras saturés et des monoinsaturés du fait de la synthèse endogène quand l'animal vieillit, par exemple, et du coup, il y a une dilution des acides gras polyinsaturés qu'on pourrait mettre dans le régime pour changer un peu la teneur, par exemple, en oméga 3 des animaux. Et derrière cette grande règle, ce qui joue, c'est le type sexuel des animaux, c'est le type génétique, les animaux à croissance rapide, j'y reviendrai sur les volailles et ce qu'on appelle le turbo-poulet maintenant. L'âge et le poids à l'abattage qui jouent. Plus on a un animal lourd, plus il sera gras, moins il aura d'acides gras polyinsaturés, de fait. Et puis la localisation anatomique, j'y reviendrai pas, mais quand on prend ne serait-ce qu'une carcasse de poulet, une cuisse ou un blanc, ça n'a pas du tout la même composition, la cuisse étant beaucoup plus riche en acides gras. Dans le secteur laitier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de différence dans la composition en acides gras des laits entre les Holstein, les Normands, les Montbéliardes, et beaucoup d'acides gras saturés courts quand même, ce qui est une spécificité de la matière grasse laitière. Les seules races qui se distinguent un peu, c'est des races à petits effectifs, la Tarentaise et la Jersiaise, qui sont des races avec plus d'acides gras saturés. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on sélectionnait des animaux sur leur profil en acides gras, on a une très bonne héritabilité, donc c'est possible. Le problème, c'est que quand on sélectionne des animaux sur des gras plus riches en acides gras insaturés, on fait des laits moins gras et donc là, on pénalise l'aptitude à la transformation technologique. Voilà, premier antagonisme possible. Et puis, il y a des corrélations négatives, c'est ce que je dis, là, entre les acides gras polyinsaturés et puis la composition du lait, teneur en protéines, teneur en matière grasse. Alors, enrichir, le deuxième volet, c'est est-ce qu'on peut, par l'alimentation, enrichir les lipides des animaux en oméga 3 par ajout d'acides gras polyinsaturés dans l'alimentation. Alors, les principes généraux, chez les monogastriques, c'est relativement facile à faire, puisque les acides gras polyinsaturés de l'aliment peuvent être déposés directement dans les tissus. Il y a quand même des risques d'apparition de défauts de flaveur. S'il y a plus d'acides gras polyinsaturés, le risque d'oxydation est plus important. Et on peut donner ces acides gras avec des graines de lin, de l'huile de poisson, des microalgues essentiellement. Alors, ce qui est recommandé justement pour éviter ces phénomènes de défaut de flaveur, d'oxydation, c'est de ne pas dépasser des doses trop élevées d'apport, donc moins de 5% des lipides de l'aliment, et puis, si possible, d'ajouter des antioxydants, type vitamine E. Par contre, de ce point de vue-là, on peut multiplier par un facteur 3 à 5 les teneurs en oméga 3 du gras des animaux. Chez les ruminants, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a un rumen et les acides gras alimentaires sont très, très fortement remaniés. Et donc, il y a des effets très importants. Dès qu'on met des lipides dans l'alimentation des aliments, on a des effets très importants sur le lait, qui peuvent aller jusqu'à des phénomènes non contrôlés. Alors, il y a effectivement une augmentation des oméga 3, mais il y a une baisse qui peut être très forte des acides gras saturés, dont l'acide palmitique qui est le principal. Et puis, on peut aller dans certains régimes un peu acidogènes avec des augmentations d'acides transvaxémiques, trans-10, C18-1 trans-10, qui n'est pas forcément à rechercher, mais qui peut représenter des parts non négligeables du gras du lait des animaux dans certains régimes. Alors, en pratique, le plus connu, c'est la filière bleu-blanc-cœur. Donc, effectivement, on peut, chez les monogastriques, multiplier par 5 la teneur en oméga 3, particulièrement dans les charcuteries, d'ailleurs, puisque c'est là où on concentre un peu le gras. Il y a peu d'effets sur des acides gras à plus longue chaîne, EPA et DHA, du fait d'une faible activité d'enzymes impliquées pour leur synthèse. Et il faut savoir qu'en France, à peu près 9-10% des porcs sont dans une filière bleu-blanc-cœur, enfin, où étaient en 2020, et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Chez les ruminants, on y reviendra, mais vous voyez, regardez la courbe rouge et la courbe bleue. La courbe bleue, c'est une vache laitière, enfin, un troupeau qui reçoit de la graine de lin, et en rouge, c'est le même troupeau qui est alimenté avec de l'ensilage maïs et qui n'a pas de graine de lin. Vous voyez qu'aux périodes de pâturage, boum, la courbe rouge monte,
mais en phase d'aliments conservés, automne, hiver, début du printemps, les teneurs en oméga 3 du lait sont très, très faibles. Et le fait de mettre des graines de lin permet de remonter à des niveaux qui sont ceux que l'on observe avec l'herbe verte, qui est la courbe bleue. Je vais y revenir juste sur la diapo suivante. Alors effectivement, l'herbe, c'est quand même l'aliment idéal si on veut enrichir en oméga 3 les laits. Alors vous voyez donc premier tableau à droite, à gauche, c'est un essai en station où on a vraiment fait varier le rapport ensilage de maïs soja versus herbe de 0, donc tout maïs, vers 100%, donc tout herbe. Et vous voyez la diminution linéaire de la teneur en palmitique du lait avec des effets quand même très, très importants. Augmentation des oméga 3, augmentation de l'acide ruminique, qui est un acide gras particulier des ruminants qui a aussi des intérêts notamment contre le cancer du sein chez les femmes. Et le rapport N-6, N-3, bon, juste comme un indicateur de la qualité nutritionnelle, vous voyez qu'il passe de 8,2 à 2,7. Donc, des beurres issus du pâturage sont des beurres très, très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Le graphique d'à côté vous remonte le même résultat, mais cette fois-ci, c'est une synthèse biblio de dizaines d'essais qui ont été faits. C'est une synthèse réalisée par Bruno Martin. Alors, ces effets de l'herbe, ils sont importants. Ils sont intéressants par rapport aux graines de lin parce qu'en même temps qu'on enrichit le lait en oméga 3, on enrichit aussi le lait en antioxydants et en de nombreuses vitamines, certaines étant d'ailleurs antioxydantes. Et donc, on a des produits aussi beaucoup plus jaunes avec du bêta-carotène. Vous voyez du beurre fabriqué avec de vaches qui sont à l'herbe, il est beaucoup plus jaune. Le beurre de printemps est beaucoup plus jaune que le beurre d'hiver. Et puis, les effets diminuent quand l'herbe est de moindre qualité. Et puis, il faut savoir que pour une vache laitière, en fait, être en régime herbe au printemps, c'est comme si elle mangeait presque 1,5 kg de graines de lin extrudées en termes d'apport d'oméga 3 dans sa ration, compte tenu d'un niveau d'ingestion d'environ 18 kg. Alors, l'herbe, c'est bien, mais c'est qu'une partie de l'année. C'est pendant la phase de pâturage, qui est d'ailleurs variable selon les régions françaises. Donc là, c'est un travail qu'on a fait dans un très, très gros projet qui était le projet Phéno-Fin-lait, donc de phénotypage des laits des vaches pour aller vers leur sélection éventuelle. Et vous voyez ici différents régimes, avec le régime H, qui est en fait un régime, c'est foin en hiver et pâturage en été. Et puis, les autres régimes, c'est soit de l'ensilage de maïs en rouge et violet, avec plus ou moins de concentré, et puis en bleu, c'est de l'ensilage de maïs et de l'herbe au pâturage. Donc, on retrouve sur le graphique de droite un pic d'oméga 3 quand on est au pâturage dans les régimes ensilage de maïs, un peu plus faible dans celui-là que dans les régimes herbe et foin. Mais vous voyez que sur l'ensemble de l'année, des systèmes herbagés avec du foin conduisent à des laits beaucoup plus riches en oméga 3 que tous les autres régimes. Et en fait, ces laits-là, ça tombe bien parce que c'est souvent des laits de systèmes d'animaux qui sont on va dire, avec des signes officiels de qualité. Et donc, on améliore la qualité, en tout cas, d'image et de gustative des produits, mais on améliore aussi leur profil nutritionnel avec ce type de régime. Même chose sur les bovins. Quand on les met à l'herbe, vous voyez, concentré versus herbe, on double la teneur en oméga 3, on double quasiment les teneurs en acides gras oméga 3 à plus longue chaîne et on augmente aussi la teneur en CLA. Donc chez les bovins viande comme chez la vache laitière, les systèmes herbes sont tout à fait intéressants. Le problème, c'est qu'en France, nous races, on a des animaux très lourds, on a du mal à engraisser à l'herbe, donc on a du mal à obtenir ces chiffres-là. Il faut aller chercher des animaux comme les angus pour les obtenir. Alors, les propriétés sensorielles maintenant. J'ai séparé nutritionnel d'un côté, sensoriel de l'autre, même si on sait qu'il y a quand même des recoupements. Et là, j'insiste simplement, il y aura beaucoup de choses à dire, mais sur les dégradations que l'on peut obtenir avec une recherche de rendement maximal des productions, de rendement intéressant pour la technologie de transformation. J'ai pris ici le problème, l'emblème, c'est le turbo poulet, c'est des souches à croissance très rapide. Bon, essentiellement chez les volailles, bon, un petit peu chez les porcs, mais c'est bien moindre, c'est beaucoup les volailles. Et on arrive à des volailles tellement lourdes, il y a même plus, le blanc, c'est même plus du muscle, En fait,
c'est une déstructuration musculaire. 10 à 80% des filets ont des défauts. Les cellules ne sont même plus des cellules musculaires au sens biologique du terme. Chez les bovins, avec des races bovines lourdes, on a des races qui sont moins riches en matière grasse. Donc, de fait, il y aura moins d'oméga 3, puisqu'il y aura moins de matière grasse, et moins de persillés. Alors, ça peut être une qualité, hein. Enfin, c'est recherché aussi, des viandes moins grasses. Si on regarde le Nutri-Score, on va dire que c'est ce qu'il faut. Mais c'est des viandes qui sont aussi moins persillées. Un charolais, le limousin, ou la blonde d'Aquitaine, c'est moins persillé que de la normande ou que de l'angus. Bon, il faut le savoir. Hop, ça passe trop vite. Les pratiques d'élevage sur les carcasses, là, c'est juste pour vous resituer 3 points. Les animaux qui sont abattus jeunes, en général, ils ont moins de grains intramusculaires, puisque le grain, c'est le dernier tissu qui se forme pendant la croissance, donc il y en a moins. Mais du coup, c'est des viandes qui sont moins goûtées et des viandes qui sont en général moins colorées, et ça, pour toutes les filières. Enfin, bon, le poulet étant jamais très coloré, on ne va pas trop le voir, mais sur le porc et le bovin, oui. Chez le porc, il y a une pratique qui se développe qui est l'arrêt de la castration, donc qui est typiquement une pratique qui se développe pour des raisons de bien-être animal, et puis ça fait des animaux qui croissent un peu plus vite aussi. Par contre, il faut savoir que ces porcs, il peut y avoir des odeurs fortes liées à la présence d'androstérone, d'indole, et que quand on fait des porcs non castrés, il faut très, très faire attention à la qualité de la carcasse, et sur les chaînes d'abattage, on peut trier les carcasses en fonction de leur odeur. Mais ça ne marche pas forcément à tous les coups. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le point quand même essentiel quand on parle de qualité gustative des viandes, c'est la durée de maturation avec les porcs et notamment les ruminants. Et dans beaucoup de cahiers des charges, d'ailleurs, on impose, le cahier des charges impose des durées de maturation plus longues parce que ça fait une viande plus tendre, plus colorée, qui a plus de goût. Alors, les effets sensoriels des pratiques d'élevage et d'alimentation des animaux, c'est vraiment à nouveau sur le lait qu'on les voit le plus, le lait et les produits laitiers. Et vous voyez qu'entre des rations ensilage de maïs versus foin, versus ensilage d'herbe, versus prairie, pâturage, on va vers des pâtes fromagères et des beurres qui sont de plus en plus jaunes. Ça, c'est du fait de l'augmentation du bêta-carotène qui passe dans le lait. Des textures qui sont de plus en plus souples, onctueuses, on pourrait dire, avec des points de fusion plus gras parce qu'il y a plus bas parce qu'il y a plus d'acides gras polyinsaturés dans le produit, donc meilleure valeur nutritionnelle, et on va dire que d'un point de vue sensoriel, c'est mieux apprécié par les jurys de dégustation. Et c'est des produits qui ont une intensité de goût globalement plus importante. Alors, j'ai résumé tout ça sur une seule diapo, mais il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines d'essais qui ont été faits, notamment à l'INRA ou à l'Institut de l'élevage sur ces points-là, et c'est des choses qui aujourd'hui sont très, très bien établies. Et donc, le lait à l'herbe, c'est à la fois une meilleure valeur nutritionnelle avec plus d'un doublement, voire un triplement des apports d'oméga 3 dans la ration quotidienne d'un Français moyen, et puis c'est des produits qui sont globalement plus typés. Alors justement, les produits sous signe officiel de qualité, c'est important, hein, je vous ai juste rappelé ici les ordres de grandeur. Hein. Et en fait, les SICO, dès qu'on parle de SICO dans l'agriculture française, c'est quasiment à 90% des produits animaux, avec bien sûr la part du lion qui est liée au fromage. Hein. Vous voyez, en millions d'euros, on est presque à 3 000 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les fromages. Ensuite, on a les viandes et on a au final les œufs. Alors, j'ai mis deux types de SICO. Soit les SICO qui sont vrais pour un volet organoleptique, c'est le label rouge, et vous voyez que tous les critères sont améliorés. L'agriculture biologique, son objectif, c'est d'améliorer l'image du produit. Donc, pas de pesticides, pas d'antibiotiques, pas de fertilisants, mais du coup, les effets sur la qualité sensorielle et nutritionnelle sont très variables et ils ne sont positifs que quand on s'adresse à des systèmes bio très positifs qu'avec des systèmes bio qui valorisent l'herbe, et on revient au cas précédent. Alors que les labels rouges, les AOP, globalement, c'est toujours des produits plus riches en oméga 3. Jean-Louis, je me permets de te dire que le temps, voilà, ok, merci. C'est fini. Hein.
Sur les D'accord. CIPO, ce qu'il faut savoir, c'est que les prairies sont également très, très importantes. Et plus la prairie est diverse, donc les prairies de montagne, les produits de montagne, les fromages de montagne, eh ben, sont des fromages de très haute qualité sensorielle, nutritionnelle, et qui ont même, premier résultat, c'est le petit point à droite ici, qui est beaucoup plus grande biodiversité du microbiote. Donc voilà, ça, c'est des études qui sont en cours, qui montrent un autre intérêt du fromage. Voilà, c'est terminé. Un tout petit peu long. Merci Philippe. C'est bien. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette première revue. Je constate qu'il n'y a pas encore de questions sur le chat, donc n'oubliez pas de poser vos questions sur le chat, même si effectivement on ne les regarde pas avant la fin des interventions. Et donc, sans plus tarder, Florence va nous parler de la qualité environnementale des produits animaux, autrement dit élevage et climat. À toi Florence. Merci Philippe. Donc effectivement, je vais vous parler impact environnemental des systèmes alimentaires. Et quand on parle impact environnemental, souvent on parle en fait du bilan carbone. Et donc vous avez sur le graphique à gauche la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre en France. Donc vous voyez qu'on est autour de 20%, ce qui en constitue le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand on parle de gaz à effet de serre, on regroupe trois types de gaz assez différents. Donc, c'est l'équation qui vous est présentée à droite. Donc, celui que vous connaissez tous, c'est le CO2, qui en fait est le plus important des gaz à effet de serre en termes quantitatifs, mais finalement qui est peu associé au système agricole. En revanche, l'agriculture et en particulier l'élevage sont émetteurs de deux autres gaz à effet de serre, donc le CH4 qui est la formule chimique du méthane et le N2O qui est la formule chimique du protoxyde d'azote. Alors, ce qui est important dans l'équation, c'est en fait le coefficient qui est devant chacun des gaz à effet de serre, en fait, qui qualifie le potentiel de réchauffement global de chaque gaz par rapport à une molécule de CO2 et évalué sur une échelle de 100 ans, qui est la norme actuelle pour tous les référencements internationaux. Vous allez voir, enfin, ou en tout cas, vous avez dû entendre qu'aujourd'hui, les engagements des pays, en particulier de la France, mais c'est issu de l'accord de Paris lors de la dernière COP, sont sur le méthane, donc ce fameux CH4, puisque vous voyez qu'il est 28 fois plus réchauffant que le CO2, donc c'est un problème, mais c'est aussi une solution parce que c'est un gaz à finalement cinétique dans l'atmosphère assez particulière. Donc, c'est un gaz à très courte demi-vie. Ça veut dire que quand on émet une molécule de méthane, au bout de 10-12 ans, en fait, cette molécule, elle a disparu dans l'atmosphère. Et ça, c'est très différent, par exemple, du CO2 ou du protoxyde d'azote, où on est sur des échelles plutôt de centaines d'années. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méthane, il réchauffe beaucoup plus fort que le CO2, mais il réchauffe moins longtemps. Donc, si on diminue les émissions de méthane, on va lutter assez efficacement, on va même refroidir en fait le climat, donc lutter contre le réchauffement climatique. Alors, où est-ce qu'on en est côté agriculture? Donc ça, c'est les deux graphiques qui vous sont présentés d'une part pour les gaz à effet de serre et d'autre part pour le méthane plus spécifiquement. Donc la bonne nouvelle, hein, que vous voyez, c'est qu'on est sur une baisse des émissions de gaz à effet de serre en France, bon, plus globalement aussi en Europe. C'est d'ailleurs la seule région du globe où on a cette diminution de gaz à effet de serre, notamment liée à l'agriculture. L'autre bonne nouvelle, c'est que les barres vertes, c'est en fait les engagements français, donc ce qu'on appelle les stratégies nationales bas carbone, où vous voyez qu'on était bien sur la trajectoire prévue de diminution des gaz à effet de serre. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que en fait, cette stratégie bas carbone, elle a été récemment revue en 2025, en accentuant les objectifs pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc, c'est les pointillés rouges sur les courbes. Et vous voyez que ça veut dire que pour respecter ces engagements, il faut qu'on baisse encore les émissions de gaz à effet de serre agricoles. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, cette diminution des gaz à effet de serre liée à l'élevage, elle a été principalement obtenue avec la baisse des cheptels, en particulier des cheptels bovins, ce qui pose des questions de souveraineté alimentaire.
et puis aussi d'émissions de gaz à effet de serre importés, c'est-à-dire si on continue à manger des produits agricoles, mais produits ailleurs et avec des systèmes moins respectueux de l'environnement, bah, finalement, à l'échelle de la planète, on a tout perdu. Alors, vous me direz, eh ben, on n'a qu'à manger moins ou plus de produits d'origine animale. Alors effectivement, hein, vous savez qu'il y a des recommandations pour baisser la part des protéines animales dans les régimes des populations. Donc je vous présente ici en fait une simulation qui a été faite à l'échelle de la population française, tout en conservant un coût de l'alimentation à peu près similaire à celui qu'il est aujourd'hui, lorsqu'on baisse donc les protéines animales de 70% de notre régime à 50%. Donc vous constatez qu'il y a un impact positif sur le changement climatique, donc on va émettre moins de gaz à effet de serre, mais on a aussi d'autres impacts plus problématiques sur d'autres critères environnementaux comme l'utilisation de l'eau. Je pense que vous savez qu'aujourd'hui ou demain, l'eau va être une ressource précieuse sur notre planète, et puis une accentuation aussi de la perte de biodiversité avec les régimes à base de produits végétaux. Donc, ce n'est pas si simple et quoi qu'il en soit, il faut réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de méthane, à la source, c'est-à-dire produit par les animaux d'élevage. Alors, le méthane, en fait, il vient d'où? Il vient à 80% des fermentations entériques des ruminants, et puis à 20% de la gestion des effluents, c'est-à-dire la gestion de l'urine et des fesses, des animaux d'élevage, des ruminants, mais surtout, en fait, finalement, des autres espèces animales, comme les porcins et un petit peu moins les volailles. Alors, fermentation entérique, ça veut dire quoi? En fait, c'est les fermentations qui se déroulent dans l'un des 4 estomacs de la vache, qui est le rumen. Le rumen, hein, c'est une grosse panse dans laquelle il y a des milliards de bactéries, de protozoaires, de champignons. Donc, en fait, le microbiote, le même que nous, on a humain dans notre intestin. Simplement, dans le rumen, en fait, qui est un milieu sans oxygène, ces bactéries, elles vont digérer, elles vont utiliser la biomasse végétale qui est ingérée par le ruminant, qui est en général riche en fibres, et elles vont produire de l'énergie qui vont leur servir à elles pour se développer, qui vont être aussi récupérées par l'animal sous forme d'acide gras volatile, donc d'énergie que l'animal va utiliser pour sa croissance, pour sa production. Donc, c'est un système gagnant-gagnant. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, en faisant cette fermentation, elles produisent aussi deux gaz, de l'hydrogène et du CO2. Et chez les ruminants, en fait, il y a une toute petite partie du microbiote, moins de 5%, qui est constituée par une population spécifique qu'on appelle les archées méthanogènes. Et ces archées méthanogènes, elles vont prendre le H2 et le CO2 et elles vont le convertir en CH4, donc en méthane. Donc le méthane, il va s'accumuler dans la panse et quand l'animal va ouvrir la bouche, il va éructer et rejeter entre 300 et 600 grammes de méthane par jour. Alors, comment on va faire pour réduire les émissions de méthane? Donc aujourd'hui, il y a un engagement fort de la recherche, du développement pour accompagner les éleveurs et les filières pour réduire les émissions de méthane avec un engagement de moins 30% en 10 ans. Donc c'est un programme notamment orchestré par un consortium qui s'appelle Méthane 2030, qui vise à utiliser et combiner en fait les leviers qui sont d'ores et déjà disponibles pour réduire les émissions de méthane. Alors, en fait, il y a 4 grands types de leviers. Les 2 premiers, là, en bleu et en orange, c'est des leviers plutôt à l'échelle, on va dire, des troupeaux et des systèmes. Et les leviers en vert et rouge sont plutôt à l'échelle des régimes alimentaires des ruminants. Pardon, j'ai perdu la souris. Voilà. Alors, quelques exemples. Si on veut réduire les émissions de méthane, un levier efficace et finalement déjà disponible sur le terrain, c'est de changer la manière dont on conduit les troupeaux de bovins en réduisant les périodes improductives. C'est-à-dire qu'en fait, les émissions de méthane, si vous avez bien compris, elles sont incompressibles ou en tout cas, elles sont obligatoires. Et donc, il faut réduire les périodes où l'animal va produire du méthane, mais finalement sans bénéfice pour les activités humaines. Donc, ça veut dire, par exemple, réduire l'âge à la première mise bas,
de manière à économiser 1 million de reproducteurs par an qui produisent 300 grammes de méthane. Donc, je vous laisse faire la multiplication sur la réduction des émissions de méthane que ça va engendrer. Ça peut être aussi améliorer la longévité de la vache laitière. Aujourd'hui, une vache laitière, elle en fait produit pendant 2 lactations et demie. Si on augmente d'une lactation, on va réduire de 6% les émissions de méthane. Donc, c'est déjà disponible. Il faut simplement, c'est le cas de le dire, que les éleveurs s'emparent de ces préconisations. Un autre levier, c'est de la sélection génétique, sélectionner des animaux faiblement émetteurs. En fait, la bonne nouvelle, c'est que l'émission de méthane par une vache, ça varie entre 300 grammes et 600 grammes de méthane par jour. Ça veut dire qu'on peut garder des animaux dont le microbiote émet peu de méthane et donc sélectionner génétiquement ces animaux. Pour cela, en fait, on utilise des évaluations, des prédicteurs des émissions de méthane qu'on mesure directement dans le lait à chaque traite. Et aujourd'hui, on a plus d'1,5 million de spectres dans le lait qui sont enregistrés, qui permettent d'implémenter des modèles de sélection génétique. Évidemment, ça a un coût, c'est-à-dire qu'il faut quand même accepter qu'on perd un peu de progrès génétique sur d'autres caractères importants, notamment au niveau technico-économique. Alors, comment on peut faire sinon en utilisant d'autres leviers, en particulier les leviers alimentaires? Donc, le premier de ces leviers assez global, c'est de favoriser le pâturage. Vous avez l'histogramme à gauche qui vous présente les émissions de méthane quand on compare des systèmes herbagers, qu'ils soient conventionnels ou en agriculture biologique, c'est la même chose, à un système fourrager conventionnel. Donc, vous voyez que les systèmes herbagers, ils vont émettre moins de méthane et globalement moins de gaz à effet de serre. Et puis, les prairies sont des stocks naturels de carbone et puis ont un effet qu'on appelle albédo, donc de lutte contre les rayonnements solaires, qui permettent globalement de diminuer l'impact sur le changement climatique. Les prairies sont aussi une source de biodiversité, elles ne sont pas en compétition avec d'autres usages de l'homme, donc c'est finalement une combinaison gagnant-gagnant pour tout le monde. Et en plus, donc ça améliore la qualité des produits en raison de la richesse en oméga 3 des herbes, des prairies, et puis le bien-être animal, et ça, c'est des données qui ont été bien montrées par INRAE. Alors, pourquoi on ne le fait pas ou pourquoi on le fait moins? Parce que du fait de la déprise agricole, il y a un agrandissement des troupeaux, donc un développement de la robotisation, un morcellement du parcellaire, qui rend moins facile l'accès aux prairies par les troupeaux de ruminants et donc une réduction du temps de pâturage actuellement qu'on observe en France. Et puis, il ne faut pas oublier que ces systèmes pâturants, ils sont fortement challengés par le changement climatique. Alors, on pense aujourd'hui évidemment à stress thermique et donc aux sécheresses, mais également, on a des épisodes de précipitations beaucoup plus nombreux qui vont compliquer l'accès aux pâtures en hiver. Alors, on peut changer d'autres choses dans le régime, y compris pour des animaux en bâtiment, en s'intéressant à des fourrages un peu différents, notamment les légumineuses fourragères. Donc, c'est tous les protéagineux. Je vous ai mis des petits exemples comme le sainfoin, la févrole, etc. Souvent, ils sont riches en tanins. Alors, le tanin, tout le monde connaît la molécule dans le vin, mais ça existe aussi dans les écorces, dans les feuilles, etc. Et ça permet en fait de diminuer les émissions de méthane. Et puis, en fait, les légumineuses, elles ont aussi une propriété très intéressante, c'est-à-dire qu'elles vont capter l'azote atmosphérique et donc elles vont le retourner au niveau du sol. Et ça permet finalement d'un amendement naturel du sol et donc de diminuer le besoin d'engrais synthétiques pour les cultures, par exemple, de céréales. Autre moyen, on peut enrichir les régimes des ruminants en matière grasse, notamment en utilisant des oléagineux riches en oméga 3, comme la graine de lin, que vous a présenté tout à l'heure Jean-Louis, et ça a aussi des effets sur les émissions de méthane. Enfin, finalement, comme dans l'alimentation humaine, on peut même utiliser des additifs spécifiques, donc qui sont des molécules chimiques qu'on va extraire des ressources naturelles, comme encore une fois les tanins ou les polyphénols, des huiles essentielles. Tout ça, ça a un coût quand même important pour l'éleveur. Et puis, il y a des pays qui ont choisi finalement le tout additif, comme par exemple l'Australie, avec des extraits d'algues rouges. Alors, c'est très efficace pour réduire les émissions de méthane, mais en fait, ça ne marche pas du tout si on s'intéresse à d'autres types d'algues,
comme les algues bretonnes, qui sont beaucoup moins riches en principes actifs qu'est le bromoforme. Et puis, on peut aussi utiliser la technologie chimique en bloquant l'enzyme qui convertit l'hydrogène et le CO2 en méthane dans le rumen des animaux, donc qui est commercialisé sous le nom de Bovaer, qui est aujourd'hui choisi par le Danemark, par exemple, mais avec des problématiques de coût et d'acceptabilité par les filières. Alors, juste pour finir, il ne faut pas oublier que les ruminants, c'est sans doute un problème, mais surtout aussi une solution aux impacts environnementaux et aux services rendus par l'élevage au territoire. Mais les autres filières ont aussi des marges de progrès, en particulier les monogastriques, 20% encore une fois des émissions de méthane et puis des émissions de protoxyde d'azote qui sont importantes. Donc là, comment on va faire? En fait, on va gérer pareil l'alimentation. Et on va changer la façon dont on formule les régimes pour les animaux. Alors, comment on formule des régimes? En fait, on connaît les besoins nutritionnels des animaux, on connaît la composition des matières premières et tous les semaines, voire tous les jours, en arrivée des ports français, on a des formulateurs qui vont calculer la meilleure formule alimentaire au moindre coût. Donc, c'est ce qu'on appelle la formulation à moindre coût. On peut rajouter à cette contrainte une autre contrainte qui est l'impact environnemental en ajoutant une table de composition des impacts environnementaux pour chaque matière première et qui sont aujourd'hui disponibles dans une base de données qu'on appelle Agribalise. Quand on fait ça, par exemple ici chez le porc ou chez la volaille, c'est tous les éléments en vert, vous voyez qu'on diminue le changement climatique, on diminue aussi l'eutrophisation des milieux, c'est-à-dire la pollution de l'eau. Bon, par contre, on a du mal à maintenir la contrainte de prix, donc il faut admettre qu'on va payer l'aliment un petit peu plus cher si on veut réduire l'impact environnemental de l'alimentation animale. Tout ça, c'est des leviers finalement un peu individuels. On peut reconcevoir, mais ça mettra plus de temps, nos systèmes d'élevage au niveau des territoires en reconnectant de manière plus drastique l'élevage et les cultures, en favorisant finalement au niveau de l'élevage le recyclage de biomasse qui sont peu utilisées par l'homme, des coproduits des industries alimentaires, en utilisant les effluents de l'élevage pour amender les cultures et éviter les engrais de synthèse, donc en favorisant le bouclage des cycles. Tout ça, c'est possible au niveau des territoires. Il y a une spécificité de chaque territoire et donc ça veut dire qu'aussi on aura des produits qui sont potentiellement plus variables en termes de qualité. Et donc, il faut que nous, consommateurs, on accepte aussi cette variabilité. Donc voilà, j'en ai fini. Tout ça pour vous dire que c'est possible, mais ça nécessite des efforts à chaque maillon de la chaîne de production des produits agricoles, non seulement des éleveurs, mais jusqu'aux transformateurs et aux consommateurs. Il faut donc lever les freins économiques, sociologiques ou politiques en déclinant en fait des stratégies nationales à l'échelle de chaque territoire, parce que chaque territoire a ses spécificités, ses contraintes de climat, ses contraintes de sol et ses contraintes de ressources alimentaires. Et puis qu'il ne faut pas oublier de connecter des mesures techniques à des mesures économiques pour créer l'incitation à réduire les impacts et à valoriser les produits issus de l'élevage. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Florence pour cette revue qui était particulièrement claire et qui va sûrement susciter des questions. Je rappelle que vous pouvez les poser sur le chat, ça a commencé effectivement. Et sans plus tarder, donc le troisième intervenant, donc Benoît Dedieu, et qui va nous parler. Alors attendez, hop, voilà. Et Benoît, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. Quelle qualité, quel environnement, pardon, voilà. Ici, élevage et territoire. Donc, je crois qu'on va avoir le droit là à des côtés très positifs. À toi, Benoît. Merci Philippe. Bon, peut-être pour commencer, quand on a un titre comme élevage et territoire, quelles interactions? Voilà, quelle est la définition du mot territoire en fait? De quoi on parle? Si on suit les géographes comme Brunet, un territoire, c'est une entité qui associe des espaces, des activités et des acteurs. Et si on s'intéresse par exemple à l'interaction élevage et territoire, on va regarder plus particulièrement des acteurs qui seraient des agriculteurs, des éleveurs, des acteurs des filières, mais aussi des gens qui portent un regard sur l'élevage comme des organisations non gouvernementales, des gens qui utilisent aussi l'espace de l'élevage comme les chasseurs, les collectivités, etc. Dans les activités, bien sûr, on va s'intéresser à
l'activité d'élevage, aux cultures, aux forêts, à la transformation, à la distribution et des activités qui sont liées à la présence de paysages ouverts comme le tourisme. Et donc l'espace, ce sera des milieux naturels, des paysages, milieux naturels avec leur composante biodiversité par exemple, des paysages, des villes en interagissant avec des campagnes. Parfois, ce sont des espaces de l'hydrologie de l'eau qui sont en débat. Et lorsqu'il y a interaction faune sauvage, faune domestique, des espaces de diffusion des maladies. Voilà, quand on parle d'interaction élevage et territoire, on met en relation des dimensions acteurs, activités et espaces en lien avec l'élevage. Alors, quand on dit quelles interactions, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de reformulations des interactions élevage et territoire qu'on peut retrouver dans les projets de recherche, dans la littérature, dans les projets de développement. Le premier ou la première reformulation, c'est celle qui relie transformation des activités d'élevage et la gestion durable des espaces naturels. Je vais revenir, c'est en gras, je vais revenir un peu plus là-dessus tout à l'heure, donc je vais pas détailler ça maintenant. Le deuxième, là aussi je vais y revenir, c'est que l'espace, le milieu naturel, les savoir-faire territoriaux autour de comment produire, autour de comment transformer, peuvent être des leviers de différenciation des produits issus de l'élevage, notamment au travers des signes de qualité, AOP, appellation d'origine, ou IGP, indication géographique protégée. Le troisième, c'est qu'il peut y avoir débat parmi les acteurs des territoires sur ce sur quoi on attend l'élevage. Voilà, ces 3 points-là, je vais les détailler dans les diapositives suivantes, mais il en existe d'autres. Des questions qui sont sur est-ce qu'il y a un appauvrissement ou un enrichissement en termes de diversité des systèmes d'élevage dans les territoires. Par exemple, il y a des gros et des petits qui sont tournés vers le local, des gros qui sont tournés vers des marchés nationaux ou internationaux. Est-ce que tout ça est en voie d'homogénéisation? Est-ce que tout ça contribue à la construction de systèmes alimentaires locaux, territoriaux, à la construction de marchés nationaux ou internationaux? Ça, c'est un type de sujet qui est une reformulation des interactions élevage et territoire. Deuxième reformulation, c'est celle de la bioéconomie circulaire, c'est-à-dire de ce qui met en relation des ressources non renouvelables, des ressources, des déchets ou des sous-produits d'une activité qui deviennent des ressources pour une autre activité. On a quelque chose qui est circulaire et qui permet de raisonner de façon relativement autonome à l'échelle de territoire. Des déclinaisons de ces recherches tournent autour de la substitution des ressources non renouvelables, importées, par de la biomasse produite sur place, l'utilisation optimale de ces bioressources, la minimisation des biodéchets. Et tout ça s'appuie sur des modèles qui sont proposés à des acteurs décisionnels pour orienter leur prise de décision. Autre reformulation des interactions élevage et territoire, c'est ce qu'on appelle les territoires de santé, santé animale, santé humaine et santé de l'environnement. Il y a dans les zones de montagne, notamment en France, en lien avec le pastoralisme, des modalités d'interaction entre la faune sauvage et la faune domestique qui font que des maladies circulent des animaux domestiques à des animaux sauvages et réciproquement. Et donc, il s'agit à ce moment-là de travailler sur la construction collective de voies qui sont un peu alternatives à la biosécurité, qui veut dire enfermer des animaux pour les protéger de la diffusion des maladies et qui permettent de préserver le pâturage, le pastoralisme et les races locales. Et enfin, la dernière reformulation que j'évoquerai rapidement, c'est celle qui, dans les territoires, dans les espaces, mettent en relation les villes et la campagne, par exemple au travers du développement des circuits courts. 1/5 des exploitations d'élevage valorisent certains de leurs produits sous forme de circuits courts, avec la question qui vient derrière, celle que est-ce que c'est vraiment une aubaine ou est-ce que c'est plus de travail pour les éleveurs, et aussi que les développements des circuits courts amènent à considérer les intermédiaires dans les territoires, les abatteurs, ceux qui font la transformation des produits, de l'affinage, etc., etc. Voilà une série de reformulations pour dire que, je vais en approfondir quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Alors, relation entre dynamique de l'élevage et gestion durable des espaces naturels. Bon, on peut se poser la question, dans certaines régions françaises, des perspectives paysagères qui sont liées à des espaces en forte déprise. Alors, je prendrai ici l'exemple de travaux qui ont été réalisés dans les Pyrénées centrales, où finalement, on a une évolution extrêmement visible des paysages. Vous avez à gauche 1950 et à droite 2003. Voilà, et on peut identifier un développement de la forêt, un développement naturel de la forêt avec le frêne, voilà, le boisement qui est responsable de ce boisement spontané.
Donc la question qui est, c'est finalement comment est-ce qu'on peut créer des connaissances sur les processus et les conséquences du boisement spontané des paysages de vallée par le frêne, qui sont liés à des changements des modes d'utilisation des terres, en fait, au recul de l'élevage, et puis construire des outils d'appui aux décideurs de politique locale, de développement rural. Ici, on se trouve dans la zone d'étude, dans la zone périphérique du Parc national des Pyrénées. Et ce que la recherche essaie de faire, c'est de proposer non seulement ces outils d'appui, mais aussi des visualisations des scénarios de changement de paysage. Voilà. Donc ça, c'est un cadre général de projet de recherche en partenariat avec le Parc des Pyrénées et les institutions de développement. Et c'est une équipe de recherche pluridisciplinaire qui a mis ça en place. Alors voilà, donc comment est-ce qu'on essaye de traiter ça? On essaye de modéliser ce que les chercheurs appellent le socio-écosystème, des dimensions humaines, des dimensions écologiques qui sont en interaction et qui s'appuient sur une compréhension des pratiques d'utilisation des différentes parcelles en lien avec la diversité et l'évolution des exploitations d'élevage, et que tout ça peut être mis en relation avec les dynamiques écologiques, la biodiversité et le caractère ouvert ou non des paysages, tel qu'on pouvait le voir sur la photo tout à l'heure. Voilà, et donc on peut creuser cette approche-là avec des dimensions spatiales, donc avec des cartes qui permettent de visualiser l'effet de ce que l'on prend comme données, hein, les modèles écologiques et les modèles décisionnels, c'est des données qu'on introduit dans les modèles généraux, et puis aussi de pouvoir présenter des évaluations prospectives du changement de mode d'occupation sur, finalement, les paysages, le caractère ouvert, et aussi, aujourd'hui, de plus en plus, des éléments liés à la biodiversité. Bon, voilà, vous avez 3 cartes, je ne vais pas les détailler, bien sûr, mais qui renvoient à qu'est-ce qui devient à gauche le paysage dans un scénario où la tendance actuelle de diminution des exploitations d'élevage se poursuit, qu'est-ce que devient dans le scénario 2 le paysage avec une politique agricole commune plus favorable à l'élevage, et puis dans le scénario 3, une prévision spatiale, géographique, de ce que pourrait devenir le paysage s'il y avait une urbanisation plus importante. Voilà le type de recherches qui sont menées, qui relient donc ce qui se passe à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation, avec les dynamiques en cours, et ce qu'il y a en face des dynamiques écologiques et paysagères. Deuxième approfondissement rapide, bien sûr, c'est les territoires comme des leviers de différenciation des produits, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée. En fait, les signes de qualité géographique sont un croisement entre plusieurs éléments, des pratiques et des savoir-faire locaux, en règle générale, autour de la production, mais aussi autour de la transformation. Une histoire agraire qui fait qu'un produit a une réputation, une ancienneté, et qu'il y a des espaces qui sont caractéristiques du fait de l'histoire agraire dans la réputation et dans la construction de l'originalité, de la typicité des produits, des fromages, éventuellement de la viande, notamment une typicité organoleptique. Mais c'est aussi une démarche collective de qualification, ce sur quoi les acteurs se mettent d'accord pour faire en sorte que ce soit des lieux reconnus, des processus de production et de transformation reconnus, et donc qui débouchent sur un cahier des charges, une appellation, une aire d'approvisionnement qui concerne les agriculteurs, les transformateurs, les bouchers, etc. Voilà, on a aujourd'hui 51 appellations d'origine laitière, 4 appellations d'origine viande, et puis des IGP en grande quantité. Tout ça sont des modalités d'interaction entre l'élevage et les territoires, et c'est les territoires qui permettent la différenciation dans leurs différentes dimensions, activités, acteurs et espaces des produits. Alors les questions qui sont récurrentes un petit peu, c'est qu'est-ce qui explique la typicité des produits de montagne ou de telle montagne, comment est-ce que cette typicité dépend et va se transformer avec les dynamiques de l'élevage, par exemple l'agrandissement, la mécanisation, les changements de pratiques. Et puis, les processus collectifs de qualification, c'est des processus humains. Les gens sont d'accord à un moment donné, puis ils peuvent être en désaccord entre eux. À d'autres moments, il peut y avoir refonte des cahiers des charges. Les questions plus actuelles sont comment ces signes liés au territoire, les AOP et les IGP, contribuent à la transition agroécologique. Comment est-ce qu'elles s'adaptent au changement climatique, qui amène parfois à chercher des ressources pour sécuriser l'alimentation des troupeaux un peu éloignés des territoires. Aux transformations structurelles, l'agrandissement général des exploitations et la diminution de leur nombre, et aussi à la robotisation. Ce sont des tensions, ce sont des évolutions qui marquent aujourd'hui les dynamiques territoriales associées à la différenciation des produits. Le dernier volet que je vais approfondir, c'est celui autour de la façon dont les acteurs des territoires
pensent l'élevage dans leur territoire. Alors, on a réalisé il y a quelques années des enquêtes dans 5 pays, avec plusieurs terrains en France, en Uruguay, au Maroc, au Brésil, au Sénégal et en France, associant des élus locaux, des acteurs des collectivités territoriales, des administrations, des acteurs de l'élevage, des acteurs des filières et des associations environnementales. Et elles ont demandé, pour vous, l'élevage, c'est quoi dans votre territoire? Voilà. Alors, je ne vais pas donner les résultats un peu généraux, mais voilà, sur le cas du Vercors, par exemple, on avait réalisé cette étude, et bien on avait 4 positions qui dépendaient un petit peu, voilà, est-ce que c'est des élus, est-ce que ce sont des gens de l'administration, du parc, des responsables agricoles, des environnementalistes. 4 conceptions de l'élevage. À droite, l'élevage, vu de façon assez négative, une activité productiviste et polluante, c'est un moyen d'accaparer des aides publiques qui sont un peu exagérées, etc. Voilà une façon de représenter l'élevage. À gauche, une vision qui dit l'élevage, c'est le gagne-pain des éleveurs, et comme ce sont des gens qui connaissent la nature, il est bon pour le paysage et pour l'environnement, par nature, en fait. On a aussi 2 autres types de considérations sur l'élevage. C'est de dire l'élevage, par sa dynamique, c'est la flèche du bas, c'est un moteur du territoire qu'il faut préserver, encourager. Et de l'autre côté, une vision où l'élevage est un outil au service du territoire, notamment par des environnementalistes. Ils diraient ce dont on a besoin, c'est d'un élevage qui préserve la biodiversité, et le reste, on n'en a pas grand-chose à faire. Et en fait, dans l'ensemble des pays et des territoires sur lesquels on a réalisé cette enquête, on a rarement un consensus local. Souvent, l'élevage est un sujet de controverse. Les avis sont différents, comme dans le Vercors. Il existe des exceptions, par exemple en Uruguay, où quelle que soit l'appartenance, je dirais, élus, administration, acteurs du monde de l'élevage, des filières et environnement, en Uruguay, il y a un consensus sur le modèle d'élevage qu'il faut développer, qui est assez exceptionnel. Mais très souvent, il y a des controverses sur ce que l'élevage doit être et doit être. Alors, quand on regarde un petit peu dans le détail les débats portés par les différents porteurs d'enjeux de toutes ces catégories-là, pour certains, les débats ils porteront à l'échelle du territoire sur le modèle emblématique, celui qui est le plus présent, celui qui marque le plus l'espace et les activités. C'est quelle voie d'intensification dans certaines régions, quel devenir du pastoralisme dans d'autres territoires. Parfois, les débats, ils sont d'accepter la coexistence de modèles intensifs, plus pastoraux, et bio, et de soutenir les modèles alternatifs, sachant que les modèles plus intensifs ont de quoi se développer. Parfois, les débats portent sur, voilà, c'est des visions un peu environnementalistes, sur le fonctionnement de l'agroécosystème, et donc un raisonnement sur l'élevage pour son impact sur les paysages et les services écosystémiques. Parfois, les débats, ils sont sur des spots, des zones de pollution, par exemple des sources, ou des zones de biodiversité à préserver. On a aussi des éléments de discussion sur la pérennité de l'activité, comment tenir sur le long terme en situation d'aléa et d'incertitude très forte, les prix, le climat, etc., les politiques publiques, la santé, comment installer de nouveaux jeunes. Et puis enfin, des débats portent sur la préservation des savoirs locaux et les modèles traditionnels pour les mettre en valeur. Tout ça renvoie à différentes facettes de l'élevage telles que perçues par des acteurs locaux. Ils coexistent, sont parfois en conflit, mais c'est une réalité des regards qui sont portés sur l'élevage. Et après, une fois qu'on a travaillé sur ces débats, mis à plat un petit peu les consensus ou les dissensus, l'idée, c'est de construire des lieux de dialogue dans les territoires sur le rôle de l'élevage, actuellement et à l'avenir, et trouver des supports pour dépasser les blocages actuels, les conflits, rechercher des consensus, pour pouvoir soutenir l'élevage directement ou indirectement. Indirectement, c'est par une ambiance favorable à l'élevage ou par des infrastructures qui facilitent la vie des éleveurs. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont en test. Par exemple, des films sur l'activité d'élevage dans tel territoire qui sont mis en débat avec la population et avec des représentants des différentes catégories que j'ai évoquées tout à l'heure. Pour conclure, je vous ai présenté au départ une diapo avec différentes reformulations de ce que sont les interactions élevage et territoire. La question qui est posée à la recherche notamment, qui est concernée par ces différentes reformulations, c'est qu'elles sont souvent abordées séparément. Et donc, on peut se poser la question séparément. Est-ce que c'est dans certains territoires, on pense à certains sujets et pas à d'autres? Ou est-ce que finalement, on manque d'une lecture un peu transversale des interactions élevage et territoire? Mais il y a quand même, dans cette réflexion, à cette échelle territoriale, des incontournables. La première, c'est qu'il faut s'intéresser aux pratiques des éleveurs
aux dynamiques de l'élevage. Modèle emblématique, diversité, coexistence, parce que le paysage, il est fait des gros et des petits, de ceux qui vendent localement et ceux qui vendent sur des marchés nationaux ou internationaux. Le deuxième incontournable, c'est qu'il faut pouvoir mettre en relation, mettre en coordination les éleveurs et les autres acteurs qui sont au cœur des débats à l'échelle des territoires. On a beaucoup d'approches sur les interactions entre les éleveurs et les différents maillons des filières. Là, il s'agit à l'échelle des territoriales d'imaginer des coordinations entre des éleveurs et d'autres acteurs pour pouvoir favoriser soit le devenir de l'élevage, soit les modes d'élevage qui sont à favoriser, soit l'ambiance qui permet finalement aux jeunes d'avoir envie de s'installer. Le troisième élément, c'est que ce sont des dimensions aux acteurs multi-acteurs. Donc l'élevage dans les territoires, quand on en parle, il faut s'intéresser au point de vue qu'ont non seulement les éleveurs et les acteurs des filières, mais des acteurs en dehors de ces secteurs-là, et qui ont des propositions et sur lesquelles il peut y avoir des opportunités de consensus. Enfin, pour aborder ces interactions élevage et territoire, il faut une recherche qui est forcément interdisciplinaire, une recherche qui produise des connaissances sur ces interactions, mais qui équipe le débat social et politique dans les territoires. Donc beaucoup de modèles, parce que ce sont des dimensions d'interaction complexes que les modèles peuvent traiter, beaucoup de modèles transformés en scénarios, en outils de dialogue, support pour le dialogue entre les acteurs, et aussi pour faciliter la concertation et la co-innovation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benoît, et d'être restés tous les trois d'ailleurs dans le temps et imparti. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Alors, Philippe Legrand, donc membre du Conseil scientifique IPF et professeur de biochimie et nutrition humaine à l'Institut Agro. Voilà. Alors maintenant, place aux questions. Donc, j'invite aussi les autres membres du Conseil scientifique de l'Institut de commenter aussi. Alors, d'un mot, il y a eu des questions déjà un petit peu sur le chat. Il se trouve que les conférenciers y ont déjà répondu en grande partie. Est-ce que, par exemple, Jean-Louis et Florence, vous voulez commenter un peu plus un des aspects qui a été questionné, c'est-à-dire effectivement la gestion de l'eau, enfin la disponibilité de l'eau et de la biodiversité sont plutôt favorisées par l'élevage. Est-ce que vous pouvez commenter l'un et l'autre assez brièvement ces deux aspects-là qui sont deux points négatifs si on réduit évidemment les prairies? Je ne sais pas si Jean-Louis, tu veux commenter. En fait, encore une fois, c'est des simulations et finalement, ça se résume dans le mot que tu as prononcé en dernier, qui est finalement l'utilité des prairies pour préserver la biodiversité, puisqu'on sait que sur des prairies et aussi sur des prairies pâturées, on a une biodiversité qui est bien meilleure que sur des couverts de céréales ou autres. Donc, effectivement, c'est difficile aujourd'hui de gagner sur tous les aspects. Il y a d'autres paramètres environnementaux qui sont améliorés avec un régime plus riche en protéines végétales qu'avec un régime plus riche en protéines animales. Donc là, c'était vraiment un flash pour vous montrer que voilà, tout n'est pas simple et que oui, aujourd'hui, peut-être le challenge de la recherche et des acteurs, c'est de gérer au mieux les compromis, les tensions et les synergies qui sont entre les différentes dimensions de la production agricole. Donc oui, l'élevage a des impacts négatifs, on en parle souvent. Il a aussi des impacts positifs, donc les services écosystémiques sur l'entretien des territoires, la biodiversité, le maintien d'un tissu social, la préservation des feux, etc. À nous, chercheurs, et à vous, acteurs, de les préserver et de les favoriser au mieux. Donc, quelque part, ça questionne finalement, pour reboucler sur la présentation de Benoît, quel équilibre on doit avoir au niveau agricole au sein de chaque territoire. Et la réponse, elle est vraiment spécifique à chaque territoire. C'est un équilibre production végétale, production animale, mais aussi au sein des productions animales entre les espèces pour valoriser au mieux
les biomasses disponibles et, si possible, pas en compétition avec l'alimentation humaine. En tout cas, il faut relocaliser, ça c'est clair, la disponibilité des ressources alimentaires des animaux au niveau des territoires, que ce soit les ressources cultivées ou les coproduits industriels. Jean-Louis, as-tu un commentaire et puis ensuite on demandera à Benoît. Mais je voudrais associer une des questions qui a été posée avant le webinaire. C'est la différence entre élevage intensif et extensif. Est-ce que c'est une notion importante à suivre que vous suivez à l'INRAE, par exemple? Alors, donc, Jean-Louis. Florence, Jean-Louis, tu peux compléter. Florence, en tant que département, tu peux peut-être répondre, mais je continuerai là. Oui, alors déjà, en fait, je dirais que la dénomination intensive, en fait, elle n'existe pas dans le recensement agricole. Hein. Donc, voilà, on peut. Enfin, c'est une notion finalement de quantité de produits au regard voilà, de ressources à la fois économiques, humaines et d'intrants qu'on peut injecter dans le système. Donc la question c'était du coup la question c'est est-ce que l'élevage intensif est mieux ou moins bien que l'élevage extensif? Est-ce que ce paramètre-là, qui n'était pas prononcé dans la conférence, a du sens aussi dans le débat? Ça concerne tous les trois. Oui, ça a du sens et pas du sens. Je pense qu'il faut vraiment que tous les systèmes d'élevage évoluent, quel que soit leur degré d'intensification. Après, par exemple, il y a des études là, qui sont sorties récemment qui montrent que sur les élevages de monogastriques, en particulier de poulets, quand on intensifie, globalement, on a des élevages qui sont plus économes en ressources parce qu'on va améliorer l'efficience alimentaire des animaux, donc ont moins de pression sur l'occupation des terres. Par contre, si on intensifie en élevage bovin, globalement, on va injecter dans des systèmes fortement pâturants une part de concentré plus important dans l'alimentation, donc de céréales, donc de ressources alimentaires concurrentes avec l'homme. Donc, je dirais que ça dépend un peu des critères que tu prends dans l'équation, mais en tout cas, on va dire que INRAE et le département que je représente aujourd'hui sont quand même globalement pour l'évolution de tous les systèmes et l'adoption de pratiques dites agroécologiques, c'est-à-dire qui minimisent les intrants extérieurs au système, c'est-à-dire les engrais de synthèse, les médicaments, etc., et qui est plus fondé sur l'utilisation des ressources propres au système d'élevage ou au système agricole. Donc, c'est différent. Jean-Louis et puis Benoît. Ou d'extensivité. Oui, pas grand-chose à rajouter. Enfin, au niveau de l'Académie d'agriculture, je vous invite à aller voir sur le site, on a écrit un petit rapport sur ces notions d'élevage intensif et extensif, pour dire que ce n'est pas si facile que ça à définir, parce qu'il n'y a pas de critères. À la limite, il y a des critères qui varient d'un pays à l'autre. Et ce qui est important, c'est l'investissement capital qui est derrière. Et c'est le bien-être des animaux et les travaux qui se font sur l'évaluation du bien-être qui ne rentrent pas par un système intensif extensif, qui rentrent par d'autres critères beaucoup plus objectifs sur l'éthologie des animaux, enfin le comportement des animaux, la connaissance en éthologie. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec cette définition de système intensif extensif. Ce qui est sûr, c'est que on a des systèmes en France extensifs dans certains territoires et il faut les maintenir pour la vitalité de ces territoires, les transhumances, les parcours, les systèmes herbagés des zones de montagne, de mi-montagne. Ça, c'est sûr. En plus, ça fait souvent des produits sous signe de qualité, ce que je disais tout à l'heure. Mais en même temps, compte tenu de notre consommation de produits animaux qui ne diminue pas tant que ça et qui même au contraire réaugmente vers de la volaille, même si on baisse un peu le bœuf, on a besoin de systèmes productifs. Alors on les appelle comme on veut, mais on a besoin de systèmes qui sont productifs quand même. Alors l'enjeu, c'est bien sûr qu'ils soient, contrairement au passé, beaucoup moins impactants sur l'environnement, rendant beaucoup plus de services. Et je suis par exemple en élevage laitier,
je serais bien en peine de dire qu'est-ce qu'il faudrait privilégier au-delà de la diversité, parce que la diversité des systèmes, c'est la résilience globale de l'entreprise Élevage France face à des chocs, alors climatiques, hein, on le vit en ce moment, mais aussi sanitaires, économiques. Donc, il faut cette diversité-là, mais chaque type de système doit s'améliorer en profondeur avec des enjeux d'ailleurs d'amélioration qui ne sont pas les mêmes entre extensif et intensif. Et par exemple, aujourd'hui, on voit bien que les systèmes laitiers, c'est peut-être un problème. Les vaches vont de moins en moins en pâturage parce que les troupeaux grandissent en taille. Il y a l'arrivée des robots de traite, donc les animaux sont à l'intérieur, ne vont plus au pâturage. Et donc, on va dire, c'est une qualité image de la filière laitière qui va disparaître au moins dans certains systèmes, pas dans tout, heureusement. Et voilà, mais c'est fait parce que les agriculteurs aussi, pour les jeunes générations, ils ne veulent plus travailler 335 jours par an, ils veulent des week-ends ils travaillent dans des grosses fermes, mais en fait, il y a la même charge de travail le même nombre de vaches par travailleur, simplement il y a plus de travailleurs, donc il y a plus de vaches dans le troupeau. Mais les systèmes ont évolué parce qu'il y a plus de vaches dans le troupeau, les surfaces ne sont plus assez grandes pour être pâturées. Donc cette comparaison. Et Benoît, oui. En fait. Oui. Ouais, elle apparaît quelquefois, le terme peut-être artificiel, ça veut dire que c'est peut-être imposé par les aspects politiques, historiques, etc. Benoît, sur ce sujet-là, avant de passer à des trucs plus techniques que j'ai notés. Les économistes nous avaient proposé finalement un certain nombre de points de repère pour parler d'intensif et d'extensif. Voilà, ça peut être la production par animal ou la productivité par animal, ça peut être la productivité à l'hectare de terre, et ça peut être la productivité du travail, qui est en fait un croisement entre ce qui est de la productivité par animal et du nombre d'animaux élevés par travailleur. Donc la notion d'intensif et d'extensif, elle est à référer à finalement quel est le dénominateur. Est-ce que c'est l'animal? Est-ce que c'est l'hectare? Est-ce que c'est le travail? Le travail qui est un élément extrêmement important. La continuité de la croissance de l'agriculture, du développement de l'agriculture française s'appuie sur un accroissement de la productivité du travail. En ce terme-là, il y a une intensification du travail qui est faite. Elle peut s'appuyer sur des modèles qui ont, dans l'intensification du travail, beaucoup avancé sur la productivité des animaux, d'autres beaucoup sur la productivité à l'hectare, d'autres beaucoup sur les dimensions exploitées par les travailleurs. Rappelons-nous que il y a peut-être eu dans les années entre 80 et 2000 ou 70 et 2000, 3% d'augmentation des rendements par hectare ou par animaux par an en moyenne, mais aussi 3% d'accroissement des surfaces par travailleur pendant le même laps de temps. Voilà. Et donc, ça fait partie de dimensions qui sont à travailler. Alors après, selon les races qu'on utilise, selon les potentialités agronomiques qu'on a dans les territoires, on a des possibilités d'aller vers telle ou telle intensification du travail qui sont un peu différentes. Et puis, on a toujours une diversité à l'intérieur des territoires comme à l'intérieur de la ferme France, une diversité des systèmes, des innovations et des explorations de systèmes alternatifs qui essaient de trouver des systèmes moins dépendants des intrants, moins dépendants de ce qu'évoquait tout à l'heure Florence, des engrais chimiques, des médicaments, etc. Et donc, la diversité, elle se renouvelle avec le temps. Elle n'est pas toujours fondée sur le maximum de productivité du temps. Ok, merci. En tout cas, vos disciplines contribuent à préciser à chaque fois des termes qui se sont imposés. Ça me faisait penser en parallèle à quand on parle des ultra-transformés, finalement, personne n'est d'accord et on attend tous des approches scientifiques telles que vous venez de les décrire. Donc, on voit que ça peut être beaucoup plus précis et les acquisitions de connaissances rendront aussi les politiques ou ceux qui parlent avec ces mots-là un petit peu plus précis. Alors, j'avais regroupé deux questions. J'ai bien noté celle de Yvette, mais elle est plus politique, donc je la garde pour peut-être un petit peu après. J'avais deux questions qui étaient le bio, parce que finalement, dans l'ensemble des exposés, on voit à peu près partout le bio, c'est pareil. Bon, voilà. Soit parce que nutritionnellement, c'est pas l'objectif, soit parce que sur les histogrammes de Florence, ça a été comme le conventionnel. Et donc, je vais demander aux trois aussi, mais les deux questions sont opposées totalement. Bio, pas bio, finalement, c'est pas un sujet, en tout cas pour le thème d'aujourd'hui. Et puis l'autre aspect, c'est quelqu'un qui a demandé où en est la France dans le domaine de la food tech. Donc un petit point, alors là c'est tout le contraire du bio, c'est à l'opposé, quand tout est beaucoup plus artificiel. L'alternative mythe est-elle, où en est-elle? Voilà.
Donc, on peut peut-être commencer par Jean-Louis, là, et puis après les deux autres, sauf si vous passez votre tour. Le bio, ça peut être vite répondu. Je suis pas le bio est intéressant puisque c'est quand même des systèmes qui ont des impacts environnementaux globalement plus faibles, même si on dit que leur empreinte carbone est plus importante parce qu'ils produisent moins par animal. Je suis un peu sceptique sur ce calcul qui est fait par ACV. Je pense qu'il faudrait aller plus loin que ça. Le bio est intéressant, mais il ne pourra pas nourrir tous les Français. Donc, qu'il y ait des surfaces en bio sur un territoire, je trouve ça très bien. Il faudrait même aller plus loin au sens où il faudrait stratégiquement avoir des surfaces en culture ou en élevage bio au sein d'un territoire pour limiter les risques de transfert d'éléments nutritifs au sein d'un territoire. Après, sur la food tech, les insectes, c'est clair. Hein, c'était le truc à la mode. L'État français a investi quelques centaines de millions d'euros et puis c'est juste de la pure perte. La viande in vitro, ça ne se développe pas beaucoup. Il y a quelques entreprises qui ont commencé, qui persistent, mais pas si nombreuses que ça, et beaucoup ont arrêté aux USA. Et puis, je ne vois pas comment on va pouvoir fabriquer notre aliment avec une usine. Il y a des fermenteurs, déjà, les calculs montraient que faire 0,1% de la viande consommée mondialement en fermenteur nécessiterait de mobiliser tous les fermenteurs actuellement disponibles pour synthétiser les médicaments. Donc, ça donne une échelle un peu des trucs. Donc, ça peut rester une petite piste pour des gens un peu fanats de tech et qui vont apprécier de manger un produit comme ça, mais en petite quantité, mais ça ne sera jamais une solution massive. Après, la tech qui reste tout ce qui est transformation des produits végétaux, là, c'est différent parce qu'il y a quand même, on a toutes les surfaces en culture pour produire ces aliments-là. Et la technologie est peut-être pas si compliquée que ça. Après, c'est savoir ce qu'il faut faire, mais là, moi, je ne suis pas compétent, savoir ce qu'il faut produire comme aliment à partir des végétaux que l'on transforme. Si c'est pour imiter de la viande, je ne vois pas trop l'intérêt. Si c'est pour imaginer des produits nouveaux qui sont en décalage par rapport à ce qu'on a actuellement dans notre assiette, je trouve que ça mérite plus d'intérêt. Ouais, peut-être pour compléter ce qu'a dit Jean-Louis sur le bio, pas bio. En fait, le bio, c'est un exemple de système agroécologique, mais ce n'est pas le seul. On va dire que c'est le plus complet, mais on peut faire de l'agroécologie en élevage sans adopter un système biologique. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour opposer les systèmes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, ça, nous, on l'a montré à INRAE, que faire de l'agriculture biologique sans élevage, à l'échelle du territoire français, ce n'est pas possible, puisqu'on va manquer d'azote. Et donc, l'élevage reste un élément important et indispensable pour faire de l'agriculture, et y compris de l'agriculture biologique. Après, sur la food tech, je rejoins ce qu'a dit Jean-Louis. Enfin, sur la viande in vitro, c'est quand même une aberration qui est pilotée par des grandes entreprises type Google et autres. Ça induit des usages de l'eau, d'antibiotiques, d'hormones pour cultiver les cellules qui sont hors de propos. À ce moment-là, raffinons des protéines animales pour les manger différemment, plutôt qu'essayer d'imiter un steak en viande de culture. Et après, finalement, la clé dans la diversification de notre régime, c'est les protéagineux qui nous apportent à la fois des protéines végétales pour l'homme, enfin pour la population humaine, et puis des protéines également végétales pour l'alimentation des animaux, alternatives au tourteau de soja. Et après, on bascule les questions sur l'ultra-transformation des aliments qui a des impacts négatifs sur notre santé, mais là, c'est un autre débat. Et Benoît, alors, sur ces sujets, le bio dans le paysage? Bon, le bio, comme l'a dit Florence, est une déclinaison des formes agroécologiques, d'élevage ou d'articulation culture-élevage. Mais à la différence des autres formes, elle a trouvé un marché avec un signe de qualité. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance officielle de l'agriculture biologique
par le ministère de l'Agriculture, avec des contrôles pour vérifier la mise en œuvre des réglementations et du cahier des charges bio. C'est ça qui en fait un peu la différence par rapport à d'autres formes agroécologiques qui sont explorées, mais qui ont du mal à trouver leur marché et qui n'ont pas de signe de reconnaissance facilement identifiable par les consommateurs. Voilà, on pourrait dire que ça. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Jean-Louis, c'est-à-dire l'avenir, c'est une coexistence réfléchie, pas uniquement liée à, je dirais, à la compétition naturelle, mais une coexistence réfléchie entre des systèmes bio et des systèmes qui ne relèveront pas du bio ou de l'agroécologie dans les territoires, parce qu'on a besoin des deux. Voilà. Je n'ai pas rien à dire sur le fait que ce qu'a été dit Jean-Louis et Florence convient pas. Ok. D'accord, merci. Alors, une toute petite question pour Florence. Tu as parlé des légumineuses fourragères, en fait. Donc, j'imagine que ça peut être une compétition, peut-être pas dans l'assiette par rapport à la nutrition humaine, mais ça peut peut-être être une compétition en surface de champ. Tu peux nous en dire un mot? Parce que finalement, la végétalisation, ce serait de donner des légumineuses aux humains aussi. Donc, on aura le même genre de question, c'est-à-dire, bah oui, mais si on les donne aux animaux, comment? C'est pas les mêmes oui, temps. en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a deux. Alors, je ne suis pas spécialiste des légumineuses, mais il y a deux grands types de légumineuses, les légumineuses à graines et les légumineuses fourragères. Donc, les légumineuses à graines, elles sont en compétition avec notre utilisation humaine, mais c'est le type de légumineuses qui sont intéressantes pour les monogastriques et en particulier pour les poulets. C'est-à-dire qu'on va dire que pour le poulet, finalement, le tourteau de soja, on en utilise peu, mais en fait, comme on a des milliers de poulets, au final, c'est quand même une des productions sur lesquelles on a à progresser vraiment sur les alternatives au tourteau de soja et qui finalement sont un petit peu aujourd'hui à la traîne, j'allais dire, dans ce domaine-là. Après, les légumineuses fourragères, effectivement, elles ont des bénéfices au sens où elles sont peu utilisables par l'homme, donc pas en compétition. Elles réinjectent de l'azote, donc elles sont intéressantes à introduire en interculture sur des cultures de céréales. Néanmoins, effectivement, il y a une occupation des terres et il y a aussi une sensibilité au changement climatique sur lequel on doit encore progresser, et puis des facteurs antinutritionnels pour les animaux qui doivent aussi être un peu développés. Donc voilà, comme dans tout, il n'y a pas de réponse drastique. Merci Florence. Alors on me fait signe que, en fait c'était 12h15, moi j'étais parti gaillardement sur 12h30 tellement c'est intéressant. Donc je pense qu'on va arrêter là. Du coup, je vous invite pour la question d'Yvette à regarder sur le chat. C'était en gros à quel niveau les filières peuvent se rencontrer, parce qu'elles peuvent être quelquefois d'intérêt complémentaire, mais aussi éventuellement opposés. Donc il y a des réponses là des uns et des autres. Et puis pour conclure, je voulais aussi vous demander de réfléchir, mais on répondra pas à l'échelle mondiale, parce que Florence nous a dit on est les meilleurs en Europe et en France sur les aspects CO2, etc. Bon, très bien. Mais il se trouve que si on passe à 50% de protéines végétales, super, mais on est 2 milliards qui avons de quoi manger des surfaces, et ils sont 7 milliards qui sont en difficulté par rapport aux protéines animales. Donc, si on met tout le monde à 50-50, et éthiquement, je ne vois pas pourquoi ces objectifs pourraient être différents. Ça veut dire quand même qu'il faudra peut-être faire plus de protéines animales, donc d'élevage. Donc voilà, cette question reste ouverte, mais je pense qu'il ne faut surtout pas l'ouvrir maintenant, puisqu'on me dit que c'est fini. Un grand merci aux intervenants, Jean-Louis, Florence et Benoît, pour ces excellentes conférences qui se sont bien complémentées. Puis merci à l'IPF de l'avoir suscité. On travaille à ça. Je n'ai pas d'infos sur le prochain. Si, vous aurez les communications correspondant à ça. Merci à tous ceux qui l'ont suivi aussi, et c'était fort intéressant. Et puis, allez vous mettre à l'ombre, si j'ose dire, parce qu'en Bretagne, nous, on est à 40 là, et puis, c'est pas que dû à l'élevage, j'imagine. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.